Bienvenue au podcast de RefTech System, une série de balados axée sur la robotisation, l'automatisation, la culture d'innovation et plus encore. Je me présente Antoine, spécialiste aux applications chez RefTech System, et c'est avec un grand plaisir que je co-anime ce balado avec le cofondateur lui-même, M. Alexandre Paré. Salut Alex, comment vas-tu? Salut Antoine, ça va bien toi? Ça va très bien, merci. Merci encore pour ta présence dans ces balados. Évidemment, toute ton expérience est très utile et très pertinente pour nos auditeurs. Ça fait plaisir, Antoine. Dans nos différents balados, il nous fait plaisir d'aborder une série de sujets qui concernent l'automatisation dans son sens large, et qui sont axés sur le manufacturier plus précisément. En effet, aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir parler de gestion des opérations et de technologie avec une sommité dans le domaine. Je le dis à chaque balado, mais j'avoue que, en fait, Alex, là, je voudrais que tu confirmes avec moi. Là, on est très, très, très chanceux de pouvoir parler avec toutes ces personnes qui ont un extrêmement gros bagage et de très grosses connaissances dans chaque domaine qu'on élabore. Oui, vraiment. Là. Puis la personne qu'on reçoit aujourd'hui, c'est une personne avec qui on collabore là, depuis un certain temps là, à l'Université de Sherbrooke. Là. Fait qu'on est super content qu'elle ait accepté de venir sur le podcast. Le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, on a potentiellement chacun une idée de qu'est-ce que la gestion du changement, là, mais pour vraiment le savoir, il faut être en mesure de connaître ça pour notre entreprise. Puis il faut être capable de mettre les barres CT et les points CI. Fait qu'on va le faire avec une spécialiste, comme je l'ai dit. Nous sommes donc très chanceux aujourd'hui. Nous avons l'honneur d'accueillir Mme Hélène Mosconi, qui est professeure agrégée à l'Université de Sherbrooke et directrice du Centre Créatech. Bonjour Hélène, comment allez-vous? Bonjour Antoine, bonjour Alex, ça va très bien et vous autres? Ça va très bien, merci. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation de participer à ce balado qui va être, ma foi, très intéressant et pertinent. Pour commencer, Hélène, j'aimerais que vous nous décriviez votre rôle comme professeur à l'Université de Sherbrooke. Mon rôle à l'Université de Sherbrooke, c'est vraiment un rôle très dynamique que j'adore parce que j'ai la possibilité, oui, d'enseigner. Donc, j'enseigne au département du système d'information et méthodes quantitatives de gestion. Donc, mes cours sont plutôt en lien avec l'utilisation des technologies, l'implantation des technologies dans les organisations, mais aussi la définition d'une stratégie pour mieux utiliser ces technologies-là et pour mieux atteindre les objectifs des organisations. J'ai aussi la chance de conduire des recherches, donc de superviser des étudiants qui vont sur le terrain faire des projets appliqués dans lesquels, on a travaillé avec plusieurs entreprises manufacturières, avec des technologies émergentes comme comprendre mieux les facteurs qui aident, par exemple, l'adoption des différentes technologies comme les cobots, comme les IoT, l'introduction des différentes technologies, l'intelligence artificielle dans les organisations. J'ai aussi la chance d'être la directrice, comme tu as bien mentionné, Antoine, du Centre Créatech sur les organisations intelligentes. Et donc, nous sommes un groupe de professeurs-chercheurs qui travaillons pour mieux comprendre comment aider les organisations à devenir des organisations intelligentes. OK, wow, super. Puis justement, pour faire du pouce sur Créatech, là, votre rôle comme directrice au quotidien, ça ressemble à quoi? Dans mon rôle, qu'est-ce qu'on fait plutôt, c'est d'essayer vraiment de favoriser la collaboration entre les différents chercheurs. Par exemple, au sein du centre, nous avons 5 lignes de recherche, donc aux 5 axes de recherche, on pourrait dire ça comme ça. Donc, on a la transformation numérique et les opérations intelligentes dans laquelle je m'inscris. Nous avons aussi un axe de recherche sur le neuromarketing. Nous avons un axe de recherche qui porte sur la cybersécurité. Nous avons un axe de recherche qui porte sur la collaboration humain-machine. Et nous avons une dernière axe de recherche qui porte sur l'analytique et l'intelligence d'affaires dans les organisations. Donc, ensemble, nous sommes 17 chercheurs en ce moment et nous conduisons différents types de recherches en lien avec ces thématiques, toujours dans le but de mieux apporter au terrain qu'est-ce que les recherches nous permettent de découvrir dans le but, bien sûr, d'aider les organisations, comme je disais tout à l'heure, devenir plus intelligentes. Donc, voilà un peu qu'est-ce que j'ai fait. Donc, dans mon rôle de direction aussi, c'est de travailler auprès des différentes organisations pour aider à capter des ressources pour favoriser, par exemple, le développement des recherches, et sécuriser des montants pour la bourse, pour des bourses, par exemple, des maîtrises et des doctorats pour nos étudiants,
Donc, c'est un peu mon rôle et c'est quelque chose qui me passionne vraiment. Surtout qu'à l'Université de Sherbrooke, nous avons toute cette dynamique de collaboration avec les milieux pratiques. Donc, c'est très intéressant. Puis c'est le fun de noter, Hélène, tu sais, dans toutes un peu les thématiques de recherche, je pense que Kératek est impliqué. Là, je pense que souvent, là, avec l'ordre des ingénieurs, là, je sais qu'on a beaucoup de formations comme à suivre et tout ça, puis on a tendance à diriger nos formations vraiment sur l'aspect technique. C'est quoi les nouveaux robots? C'est quoi les nouvelles technologies qui sont disponibles? Puis des fois, on oublie un peu l'environnement dans lequel ces technologies-là vont vivre. Là, on parlait de cybersécurité, puis au niveau psychologique, intelligence d'affaires et tout ça. Puis des fois, je trouve que c'est comme laissé de côté. Là. Fait que je trouve ça bien que tu les rappelles, le petit rappel là-dessus, parce que Oui, ça fait partie du succès de plusieurs effectivement. entreprises qui vont prendre le virage numérique. Effectivement, je me permets de faire une parenthèse en lien avec ce que tu viens de dire que je trouve très pertinent. C'est effectivement très important de connaître les côtés techniques, les derniers développements du côté technique. Mais encore là, j'imagine que par l'expérience, les gens qui sont du côté technique, ils comprennent très bien qu'il y a le facteur humain qui est très important dans l'adoption des technologies. Donc, c'est le sujet qu'on est supposé de discuter davantage ici aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand on est en train d'introduire une technologie dans les organisations, parfois, on va s'assurer que ça fonctionne côté technique, que la programmation est bien faite. On va s'assurer que ça communique bien avec les autres équipements, avec les systèmes. Mais on oublie ou on néglige ou parfois même on sous-estime l'impact qu'il peut avoir sur les humains. Donc, du côté de l'administration, qu'est-ce qu'on essaye de faire, Alex? C'est vraiment d'avoir cette vue d'ensemble. Peut-être on est moins puissant au niveau technique, et ça qui est normal, c'est peut-être pas dans notre job, mais qu'est-ce qu'on veut voir, c'est comment cette technologie-là permet vraiment d'aider l'organisation à être plus performante, à avoir un meilleur niveau de productivité, avoir une meilleure rentabilité, mais aussi on s'assure que l'humain est pris en considération là-dedans. C'est ça un peu la thématique sur laquelle je développe mes recherches, justement. Vraiment. Là. Puis je fais souvent un parallèle. Là, il y a beaucoup de technologies. Là, il y a plusieurs livres là-dessus là, qui apportent des changements disruptifs. Je ne sais pas si ça se dit en français, mais des changements Des trop ruptures. grands. Des ruptures, c'est ça. Puis souvent, là, dans les inventions qui n'ont pas fonctionné à cause qui arrivait avec qui créait cette rupture-là, c'est des créations là, qui. C'était vraiment des bonnes idées puis des bonnes inventions, mais c'est vraiment l'aspect changement qui a tué un peu ces innovations-là. Là. Fait que dans nos usines, c'est un peu la même réalité. Là. On a des gens qui vivent un quotidien de production qui peut être extrêmement manuel, là, qui peuvent partir de très loin. Puis quand on arrive avec un robot, oui, on pense que ça fait longtemps puis c'est pas une technologie de rupture, mais dans la réalité, dans l'environnement dans lequel l'entreprise baigne, là, ça peut vraiment être ce genre de défi qu'on fait face. Effectivement, ça peut être un changement majeur dans les contextes. Donc, effectivement, ça prend un pas de recul pour comprendre comment cette organisation-là a évolué dans le temps, comment sont les pratiques actuelles, puis aussi, bien sûr, de bien comprendre comment cette technologie va s'insérer dans les contextes. Donc, par exemple, dans des recherches précédentes avec des entreprises au Québec, on a bien compris que ils avaient les moyens financiers pour avoir des robots. Ils ont tout payé ce qu'il fallait pour les gens pour venir intégrer, donc des compagnies comme la vôtre qui viennent, qui font l'intégration des robots. Cependant, ils ont oublié de préparer les gens. Donc, après un certain temps, les ressources n'étaient plus disponibles et intéressées à intégrer les robots dans les quotidiens. Donc, ça a pris toute une démarche de reprise plus tard pour que ces robots soient effectivement intégrés dans la ligne de production et pour que ça soit vraiment devenu un outil qui contribue à l'organisation. Donc, même si les technologies existent depuis un certain temps,
c'est important de savoir dans quel contexte il s'insère. Vraiment. Vraiment. En fait, dans cette parenthèse là, qui a été une assez longue, mais très intéressante, là, Ouais. j'ai compris deux choses. En fait, où je veux rediriger. Là. Au début, j'ai commencé par parler de gestion de changement, là, mais je pense que le bon terme là, avec ce qu'on vient de discuter, là, ce serait plus l'adoption de la technologie. Puis en faisant du pouce là-dessus, j'aimerais ça, Hélène, peut-être si vous pouvez nous le définir là, au sens propre, qu'est-ce que l'adoption de la technologie? Bien, l'adoption de technologie, c'est un champ de recherche dans le domaine des systèmes d'information, notamment, dans lesquels on essaye vraiment de comprendre ces éléments duquel on vient de parler. Donc, on va parler des systèmes socio-techniques. Donc, quand on se préoccupe de l'adoption des technologies dans les organisations, on essaye de comprendre quels sont les processus, donc quelles sont les capacités que l'organisation a pour absorber cette technologie. On va aussi se préoccuper des aspects de la technologie elle-même. De quelle manière cette technologie peut devenir interopérable avec les autres systèmes existants, avec les autres technologies existantes dans l'organisation. On va aussi s'occuper de quelles sont les tâches que cette technologie va venir réaliser ou aider les humains à réaliser. Et là, on arrive au 4e paramètre du système socio-technique, qui c'est justement les humains. Donc, quand on parle de l'adoption des technologies, on essaye de couvrir ces 4 aspects parce qu'ils sont interreliés. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça? C'est que quand on est en train de regarder les processus, les activités ou les tâches, la technologie, les humains, on est en train de regarder l'organisation et penser à comment elle devrait changer pour absorber cette technologie dans ses façons de faire. Donc, quand on pense à ça, c'est très proche de ce qu'on appelle la gestion du changement. Donc, il y a 2 éléments à bien comprendre là-dedans. La notion de la gestion du changement, c'est de bien préparer l'organisation à changer pour adopter, par exemple, une technologie, pour adopter une nouvelle pratique, une nouvelle façon de faire. Donc, si on donne un exemple bien précis, on pourrait introduire une technologie, parlons d'une Kobo, OK, dans une ligne de montage. Donc là, il va nous falloir repenser quelles sont les tâches de cette ligne de montage que les robots vont accomplir, quelles sont les tâches que les humains vont accomplir, de quelle manière elles sont interreliées et comment on va utiliser cette technologie-là dans l'organisation. Mais en même temps, du point de vue de la gestion du changement, ça doit impliquer, par exemple, la définition des pratiques la définition des formations pour les gens qui vont travailler avec cette nouvelle technologie. Ça va prendre aussi une réflexion sur les nouveaux indicateurs de performance de cette ligne de production qui va inclure un robot. Donc, c'est une vision beaucoup plus macro, la gestion du changement, dans laquelle, à l'intérieur, on va s'occuper de l'adoption des technologies. Est-ce que c'est clair? Très clair. Oui, vraiment. Puis Hélène, est-ce que vous voyez, parce que c'est une portion importante là, de la réussite de tout projet, on va dire, qui baigne dans le 4.0, dans les bonnes pratiques là, chez les manufacturiers, est-ce que vous voyez des gens, comment ils gèrent ça à l'interne? Est-ce que ils vont mettre ça sur leur budget, puis il va y avoir du travail qui est fait en gestion du changement comme général, mettons, plus en lien avec la culture de l'entreprise, ou c'est vraiment plus par projet? On va faire une implantation d'un projet X, d'une cellule robot X, puis on va gérer le changement de cette cellule-là. Comment les entreprises le gèrent chez eux? Écoute, Alex, ce que j'ai pu observer sur le terrain, c'est une grande évolution au cours des dernières années. Tu sais, en 2016-2017, quand le gouvernement a lancé les plans de transformation numérique, puis toute l'initiative pour y aller aider les organisations à faire un audit, à définir un plan de transformation, c'était vraiment axé sur les aspects techniques. Donc, quelle technologie je vais m'acheter, donc je vais aller me procurer pour mon organisation. Mais la préoccupation sur la notion de changer le processus, repenser les pratiques et encore là, penser à la formation des employés, ce n'était pas vraiment très présente.
Donc, on a vu quelques échecs, des frustrations, des organisations qui étaient assez déçues et qui n'ont pas vraiment pu obtenir les pleins potentiels que les technologies auraient pu apporter. Et donc, avec ces échecs et avec ces changements-là, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a beaucoup plus de formations qui se sont développées dans ce domaine-là et aussi les incitatifs qui ont été donnés par la suite, même auprès du gouvernement, c'était d'y aller préparer ces gens sur le terrain pour qu'ils soient mieux formés, pour qu'ils puissent mieux profiter. La gestion du changement est une préoccupation quand l'organisation est déjà un petit peu plus mature, qu'elle a déjà l'habitude des nouvelles technologies, qu'elle comprend que si les gens n'embarquent pas, le potentiel de la technologie ne sera pas vraiment pleinement obtenu, là. Mais ça demande quand même une bonne culture organisationnelle axée sur l'innovation et aussi un climat de travail qui favorise ça, dans lequel les employés vont se sentir à l'aise éventuellement au début de faire des erreurs. Parce que quand tu insères une nouvelle technologie dans notre quotidien, et si tu ne te sens pas supporté ou soutenu, disons en français c'est mieux, soutenu par ton employeur si tu fais une erreur, ben ta tendance, c'est plutôt de te mettre à reculons par rapport à cette technologie-là, puis de ne pas vouloir essayer parce que tu ne veux pas faire des erreurs. T'sais, moi, j'ai une pensée très forte pour les gens qui vont au travail, qui doivent se confronter à la nouveauté pour des choses qu'ils ne sont pas préparés. Je ne pense pas que les gens se lèvent de bonne heure le matin pour dire aujourd'hui, je vais à mon travail pour être contre les initiatives qui sont là. Et je pense là, que ce n'est pas vraiment la règle, là. Je pense que si les gens refusent un changement ou refusent une technologie nouvelle, c'est parce qu'il y a peut-être des pratiques, des réflexions, des formations qui n'ont pas été vraiment pensées pour ces changements-là, pour préparer les gens. Vraiment. Puis c'est drôle là, parce que la semaine dernière, puis c'est vraiment pas pour émettre une opinion, mais je pense que c'est un fait qui est quand même drôle. J'ai fait un parallèle avec les projets robots, à quel point c'est dur là, quand on part avec soit un échec ou autre, là, de rallier son monde puis d'en faire une réussite pour le projet. Là, si on parle juste du projet de la SAQ avec SAClick, là, on peut regarder à quel point ne pas embarquer les gens au bon moment ou qu'on part avec comme un esprit négatif, à quel point qu'on peut ramer à l'envers à l'envers l'avance d'un but commun. Là. Fait que je fais ça un parallèle avec certains c'est effectivement vrai. Oui. La notion de culture d'innovation là, est vraiment est aussi importante, je pense, que l'aspect technique. Puis je pense que ça fait aussi un lien avec ce qu'on a vu dans les dernières années. C'est qu'on sent que, aussi au niveau de l'acceptation des technos dans les usines, on sent que ça a été comme bien vulgarisé, là, qu'il y a un peu moins d'éducation à faire au niveau comment les technologies fonctionnent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Puis on a senti vraiment là, dans les dernières années une accélération là, au niveau de l'investissement en technologie, puis des projets de plus en plus d'envergure. Les gens comprennent leur numérique, ils savent bien se préparer. Là. Fait que, on est vraiment content de voir ça là, au Québec. Absolument. Je pense qu'on était pas mal en retard parce que, pour plusieurs raisons, là. Parce que notre marché est un peu captif aux États-Unis fait en sorte qu'on se dit, mon entreprise est rentable, pourquoi je vais changer? Mes clients ne me demandent pas de changer. Mes produits sont encore bons sur le marché ou bien je vais vendre ma compagnie dans quelques années, je ne suis pas prêt à faire de changements ou des investissements. Plusieurs raisons ont peut-être fait en sorte qu'on a accumulé un retard. Je pense que les programmes gouvernementaux ont eu quand même un bon impact. Et bon, il n'y a pas de programme parfait. Je pense qu'on a fait des initiatives, on s'est repris, on s'est amélioré. Mais quand même, il faut continuer à faire des pas dans cette direction et de penser que sans innover, on va toujours rester derrière. Et il n'y en a pas vraiment un choix de ne pas investir dans la technologie aujourd'hui parce que la technologie continue d'évoluer.
Donc, qu'est-ce qu'il faut, c'est de penser qu'est-ce qui est approprié pour notre contexte, comment on va se mettre comment on va se préparer pour adopter qu'est-ce qui est approprié pour notre secteur, pour notre compagnie, pour notre usine, pour notre ligne de production, et savoir aussi comment on demeure compétitif. Parce que si on ne le fait pas, ben notre compétiteur, il va le faire, puis peut-être qu'on va perdre les edge sur les produits ou sur nos marchés, etc. Donc, il faut continuer d'investir, continuer de se préparer pour le futur. C'est vrai, là, quand on cherche un moment pour investir, puis on dit que ce n'est pas le bon moment pour investir en technologie, c'est comme si on assumait de dire OK, la technologie est en train de faire une pause, elle n'avancera pas, donc je n'investirai pas, mais la technologie ne fera jamais de pause. Puis il y a toujours. Ça ne sera pas tous les concurrents qui vont peut-être investir, mais il va peut-être en avoir 1, 2, 3, 4, puis ça va finir par causer tort. Fait que la technologie ne prend pas de pause, fait que c'est de comprendre un peu comment on veut l'implanter. D'où la culture, d'où l'importance de la culture et de l'adoption, de bien comprendre ces deux paliers-là. Hélène, plutôt on a parlé un peu de l'adoption technologique, point de vue d'un cobot. Sans entrer dans le 4.0, ou juste faire un petit recul en arrière, là, quand on parle de ERP, malgré le fait qu'en 2023, ERP, c'est peut-être plus autant de la nouvelle technologie, là, pour les auditeurs là, qui n'auraient peut-être pas ou qui y songeraient encore, là, pourriez-vous donner peut-être quelques exemples ou des avantages ou faire un petit descriptif là, d'un ERP, s'il vous plaît? C'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, avec les incitatifs de 2016 du gouvernement, qu'est-ce que j'avais appris, c'est que plusieurs organisations avaient profité de cette initiative pour définir un plan de transformation numérique et la majorité, on peut voir dans des statistiques qui sont publiques, c'était aller de se procurer un RP. Donc, un RP, c'est en français un logiciel de gestion intégré. C'est un système qui permet d'intégrer des données des différentes activités et des fonctions dans l'organisation. Bien, fonctions au département, ça dépend comment l'organisation est organisée, définie à l'interne. En fait, même si ce n'est pas une nouveauté, et ce n'est pas du tout une nouveauté en 2023, c'est vraiment des systèmes qui existent depuis les années 90. Je dirais que les systèmes ERP sont essentiels pour favoriser la collecte, le stockage et l'utilisation des données dans les organisations. Ça sert aussi pour avoir un ensemble de données qui vont être partagées entre les gens qui vont avoir besoin pour que la prise de décision soit mieux coordonnée entre les personnes. Donc, c'est un outil quand même essentiel. C'est un bon point de départ vers la numérisation de processus, mais dans la perspective de l'industrie 4.0, on va dire que l'ERP devrait être là pour faire la base. Donc, c'est dans les fondations de la transformation numérique, on va dire ça comme ça. Vraiment. Je dirais peut-être le 4.0. Aujourd'hui, ce qu'on voit, des succès qu'on a avec des cellules robots qu'on déploie, c'est vraiment les entreprises qui ont le ERP en place, qui ont la donnée disponible, qu'on est capable d'aller les utiliser, d'aller leur donner de l'intelligence, donner de l'intelligence à nos cellules, de la flexibilité et autres. Fait que c'est vrai que c'est une base qui doit être là. Importante. Ouais. Puis Alex parlait justement de prendre des données ou des données qui sont déjà là. Justement, Hélène, si on parle de prise de données ou de valorisation de données, auriez-vous quelque chose à ajouter là-dessus ou valorisation de données? Bien, on peut parler longtemps de valorisation de données, mais donc, comme si on parle des données de RP, bien, ces données-là, ils vont être vraiment des données sur les activités internes de l'organisation. La prise de décision, elle est donc divisée en différents niveaux dans l'organisation. Ça dépend, est-ce que c'est pour les besoins opérationnels, est-ce que c'est pour les besoins tactiques, est-ce que c'est pour les besoins stratégiques? Donc, peut-être qu'il nous faut y aller chercher des données externes pour combiner avec les données internes et donc valoriser. Donc, quand on parle de valoriser les données, ça veut dire quoi? Ça veut dire utiliser les données qu'on possède et qu'on devrait y aller compléter avec des données externes pour une
prise de décision éclairée. Une prise de décision éclairée, ça veut dire quoi? Ça veut dire une prise de décision bien alignée avec les objectifs de l'organisation. Donc, si on s'est défini, par exemple, des seuils de qualité, si on s'est défini un niveau de productivité ou si on a défini des indicateurs de performance au niveau financier, au niveau de la production, c'est de savoir, par exemple, est-ce que nous sommes en train d'évoluer dans la bonne direction. Donc, c'est de pouvoir utiliser les données pour savoir est-ce qu'il faut faire des changements, est-ce qu'il faut adopter des mesures pour atteindre les objectifs dans les temps qu'on a définis. OK? Super. Donc, la valorisation de données, c'est très important. Puis, en bout de ligne, comment on valorise ces données-là? On les rend visuellement préparées, donc à partir de différents outils, par exemple des tableaux de bord ou des rapports. On va y aller amener ces données-là aux personnes qui doivent prendre la décision. Donc, et bon, certaines données sont aussi valorisées à l'aide des outils d'intelligence artificielle ou d'autres méthodes qui sont nécessaires, tout dépendamment de c'est quoi qu'on veut faire avec les données, à quoi les données vont servir. Il y a différentes techniques, différents besoins. Et ça aussi, ça va être en fonction de la maturité numérique de l'organisation. Comment elle est rendue capable de valoriser les données qu'elle possède. Ah, super, très intéressant. Fait que là, si je repasse le ERP là, ou le progiciel, là, puis je m'en irais vers le 4.0, considérant qu'on a dit que le ERP n'était pas, ou faisait partie du 4.0, mais n'était pas la définition même du 4.0. Là. Si on y allait justement avec une définition plus en détail de ce qu'est-ce que le 4.0. Définition du 4.0? Ah, ça, c'est drôle parce qu'il y en a 5000 définitions. Là. Ou bien, il peut y avoir autant de définitions qu'il y a des personnes sur la planète. Là. D'une façon socialement acceptée. On peut regarder de façon générale la notion de l'industrie 4.0. C'est plutôt les technologies émergentes qui produisent et qui consomment des données. Donc, ce sont des technologies qui existaient déjà depuis plusieurs années. On parle de technologies qui ont existé depuis les années 70 ou 80, mais qui ont pris une ampleur vraiment extraordinaire dans la dernière décennie. Pourquoi? Parce qu'on possède aujourd'hui, avec l'Internet, une capacité d'intégration et des traitements des données qui sont produites avec la capacité de stockage, avec toutes les clouds, l'intégration de toutes ces technologies-là, ça fait en sorte que notre potentiel d'utilisation de ces technologies est devenu exponentiel. Et l'utilisation conjointe de ces technologies-là nous permet de faire des choses qu'on s'imaginait comme dans la fiction, dans la science-fiction dans les années 90, mais qui aujourd'hui, c'est tout à fait réel et possible. Donc, c'est ça qui a fait en sorte qu'on a parlé d'Industrie 4.0. Par ailleurs, je pense que la plupart des auditeurs auront déjà entendu parler, mais la notion Industrie 4.0, ce nom vient d'un programme allemand qui visait vraiment à encourager les entreprises allemandes à intégrer des technologies et à redevenir compétitives. Donc, c'est pour favoriser un peu qu'est-ce qu'on appelle en bon français le reshoring, donc les repatriements des entreprises en sol allemand pour diminuer les taux de chômage qu'ils étaient rendus autour de 2010-2011. Donc, c'est un peu une initiative du gouvernement allemand et qui, par la suite, plusieurs pays ont suivi la tendance pour faire des programmes comme ça, puisque l'Allemagne est quand même un pays de référence au niveau du manufacturier. Très intéressant. Avais-tu quelque chose à rajouter, Alex, là-dessus? Non, c'était super pertinent. Oui, très complet comme définition. Merci beaucoup. Et c'est vrai qu'il y en existe 14 000. 14 000.
On n'aura même pas le même chiffre, personne. C'est bon. Juste peut-être rappeler un adage là, que tout le monde connaît. Là. Celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut savoir où il va, car il ne sait pas où il est. C'est un petit adage que je trouvais drôle, là, qui faisait du sens un petit peu avec notre discussion d'aujourd'hui, dans un sens où, grâce à Hélène, nous avons pu savoir d'où vient 4.0. Nous avons pu savoir aussi à quoi sert la prise de données et ce qu'elles peuvent faire là, pour les industries, ainsi qu'expliquer en détail la gestion, ou je devrais dire peut-être plus l'adoption de technologies. Avec tout cela, il est presque impossible de ne pas savoir quoi faire lorsqu'on désire implanter la nouveauté dans notre industrie. Et ça, c'est ma petite conclusion. Donc, pour conclure plus officiellement, je tiens à remercier notre invitée, Hélène, pour votre temps et à toutes les informations de qualité que vous nous avez partagées avec nous et nos auditeurs. Bien, ça me fait grand plaisir. Puis, je profiterai pour mentionner que depuis 2018, nous avons développé quand même à l'Université de Sherbrooke un programme qui s'appelle Gestion et Intelligence manufacturière, dans lequel nous avons eu le plaisir d'avoir Alex comme chargé de cours pour quelques années. Et nous continuons de former des gens au Québec, puisque nous croyons à l'importance de l'intégration des différentes technologies pour l'amélioration de notre compétitivité, de notre productivité et pour la meilleure qualité de vie également au Québec. Donc, si vous êtes intéressé, allez regarder. Ces programmes est offert conjointement avec la faculté de génie de l'Université de Sherbrooke. Donc, vous pouvez soit me contacter ou y aller chercher de l'information à propos de ces programmes aussi. Je pense que c'est tout à fait aligné avec votre podcast. Donc, je me permets une petite mention ici. Vraiment, puis on le réfère souvent, là, j'en parle souvent du programme. Puis quand j'avais été donné une section, c'était une thématique, un module du cours, là, il y a vraiment des belles discussions là, qui sortent de ça. Là. Les gens évoluent vraiment dans l'aspect changement. Puis ça amène des discussions vraiment différentes que ce qu'on voit normalement ou est-ce que je peux prendre tel type de robot pour faire telle application? C'est vraiment plus loin, plus poussé sur la culture, la notion de changement. Vraiment intéressant et très, 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 très recommandé à tout bon gestionnaire là, dans un manufacturier là, qui a une vision de la transformation numérique chez eux. Hélène, vous disiez qu'on pourrait vous contacter. Est-ce que vous pourriez rappeler, s'il vous plaît, vos coordonnées? Ben, vous pouvez me chercher Hélène Mosconi à l'Université de Sherbrooke. Mon courriel, c'est quand même assez disponible, je crois, hélène.mosconi à commercial-usherbrooke.ca. Sinon, allez-y sur la page du Centre Créatech sur les organisations intelligentes. Donc, vous allez me trouver facilement ou sur LinkedIn aussi. Là. OK, wow, super, merci beaucoup. Merci à tous nos auditeurs et je tiens à rappeler aux auditeurs qui peuvent nous rejoindre au podcast à commercial-reftexis.com pour toutes questions, commentaires et suggestions. Merci Hélène, Alex, Merci aux beaucoup, auditeurs Hélène. et à Merci bientôt. Antoine. Merci. Merci.